Comme je suis toute seule dans cette pièce, je vais enlever mon masque pour que ce soit plus audible dans mes explications. Je vais vous expliquer les mesures par lidar du profil d'ozone à l'Observatoire de Haute-Provence. Alors pourquoi nous faisons ces mesures? En fait, c'est lié aux enjeux de la surveillance de la couche d'ozone. Il faut savoir que l'ozone est un gaz très minoritaire dans l'atmosphère. Sa concentration maximale est de quelques parties par million, c'est-à-dire quelques molécules d'ozone par million de molécules d'air. Et c'est le seul élément qui filtre le rayonnement UVB du Soleil, c'est-à-dire le rayonnement compris dans la gamme 280-320 nanomètres. La couche d'ozone se situe dans la stratosphère. La stratosphère est une région qui est située au-dessus de 10 km d'altitude jusque vers 50 km. Et dans cette région, on a à peu près 90% de l'ozone atmosphérique et 10% de l'ozone est situé dans la troposphère. L'ozone est le résultat d'un équilibre dynamique, c'est-à-dire que le Soleil produit de l'ozone en permanence par action de son rayonnement ultraviolet sur l'oxygène moléculaire, et cette production d'ozone est compensée par des cycles catalytiques de réaction impliquant des gaz très minoritaires issus de différents gaz sources comme le protoxyde d'azote, le méthane, des gaz chlorés et bromés. Et l'on voit ici les différents constituants qui sont issus de ces gaz sources. Alors on s'est rendu compte dans les années 1970, donc au XXe siècle, que certains composés produits par l'industrie chimique pouvaient porter atteinte à la couche d'ozone. Ce sont les fameux CFC ou chlorofluorocarbures. On s'est rendu compte aussi que la production de ces gaz augmentait rapidement et qu'on assistait en fait à une augmentation très rapide de la concentration des CFC dans l'atmosphère. On a par exemple vu que la concentration était multipliée par 5 au courant du XXe siècle, ce qui a produit un déséquilibre de la couche d'ozone puisque la perte était plus importante que les mécanismes de production. Et en 1985, un phénomène important est intervenu. On s'est rendu compte qu'il y avait une diminution très importante de l'ozone en octobre en Antarctique. Et ça, c'est un article, le fameux article de Farman et al. De 1985. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de trous dans la couche d'ozone. Alors ça a été très vite. Donc là, on voit les scientifiques anglais qui ont mesuré ce trou dans la couche d'ozone. Les mécanismes d'apparition du trou d'ozone ont été élucidés très très vite. On s'est rendu compte que c'était lié d'abord aux conditions météorologiques de la stratosphère antarctique en hiver, qui sont très très froides. Ça cause la production ou l'apparition de nuages stratosphériques polaires qui vont activer les composés chlorés dans le vortex polaire. Et cette activation va entraîner ensuite une destruction très rapide de l'ozone polaire au printemps dès la réapparition du Soleil au-dessus du pôle. En 1987, le protocole de Montréal a été signé et ce protocole réglemente la production des substances appauvrissant la couche d'ozone, donc les fameux CFC, mais d'autres aussi. Et ce protocole est entré en vigueur en 1989. Et il a aussi stipulé qu'il fallait mettre en place des réseaux de mesures de surveillance de l'ozone à l'échelle globale. Donc là, vous pouvez voir le trou dans la couche d'ozone tel qu'il a pu être observé en octobre 1987. Et on voit que c'est cette région violette dans la figure. On voit que le trou dans la couche d'ozone couvre pratiquement toute la surface du continent antarctique et même au-delà. Alors, quelle est la situation actuelle, plus de 30 ans après la signature du protocole de Montréal? Donc, ce protocole a entraîné la décroissance de l'abondance de ces fameuses SAO, les substances appauvrissant l'ozone. La couche d'ozone s'est stabilisée depuis la fin des années 90. Et là, on voit l'augmentation de ces substances halogénées là, qui détruisent l'ozone, et puis la lente décroissante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces substances ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère, donc elles mettront du temps à disparaître. Par exemple, le temps de vie de l'un des principaux CFC, le CFC11, est de 52 ans, et le temps de vie du CFC12, aussi un gaz destructeur d'ozone très important, est de 102 ans. Il faut savoir aussi que le changement climatique
a un impact sur la reconstitution de la couche d'ozone. Il faut donc continuer à surveiller la couche d'ozone par différents types de mesures. Les mesures par LIDAR que nous faisons à l'Observatoire de Haute-Provence se placent dans le cadre du réseau NDAC, qui est un réseau international et qui veut dire Network for the Detection of Atmospheric Composition Changes. Et vous voyez ici sur cette carte les différentes stations de mesure françaises qui contribuent à ce réseau. Et donc à l'OHP, nous avons des LIDAR qui mesurent l'ozone, stratosphérique, troposphérique, qui mesurent la température aussi, c'est important non seulement pour comprendre la destruction d'ozone, mais aussi le changement climatique, la vapeur d'eau, les aérosols. Il y a aussi d'autres stations à l'île de la Réunion et en Antarctique. Alors le principe du LIDAR. Le LIDAR, c'est un instrument qui utilise des sources laser, donc c'est un instrument de télédétection active pour mesurer différents constituants atmosphériques ou des paramètres atmosphériques. On peut mesurer par exemple avec le LIDAR le profil de température, le profil de vent, les nuages, les cirrus en particulier, les aérosols et différents constituants comme la vapeur d'eau, l'ozone, le dioxyde de carbone. Le principe du LIDAR, c'est d'émettre un rayon laser qui va interagir avec les molécules et les particules atmosphériques. Et ensuite, on détecte le rayonnement rétrodiffusé vers l'instrument. Donc là, on voit sur cette figure l'émission du faisceau laser par un laser qui est émis vers l'atmosphère, qui va ensuite interagir avec les molécules et les particules atmosphériques, et la partie du rayonnement rétrodiffusé vers le bas est détectée par un télescope et ensuite analysée optiquement, et puis le signal est ensuite transformé en signal électrique qui va être analysé par des ordinateurs. L'utilisation de lasers pulsés permet de restituer l'altitude de la couche diffusante et permet de faire une mesure de la distribution verticale des paramètres mesurés. Pour mesurer le profil d'ozone, on utilise une technique particulière du LIDAR qui est la technique DIAL pour Differential Absorption LIDAR, qui consiste en l'émission de deux longueurs d'onde laser dans le domaine ultraviolet, c'est ce qu'on appelle les longueurs d'onde on et off, qui sont caractérisées par des sections efficaces d'absorption différentes. Et on voit ici le spectre d'absorption de l'ozone. On émet dans l'ultraviolet et on émet une longueur d'onde à 308 nanomètres qui est absorbée par l'ozone et une autre qui est très peu absorbée, une longueur d'onde à 355 nanomètres. Le calcul de l'ozone se fait à partir de la pente des signaux LIDAR reçus. C'est une technique autocalibrée, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas de constante instrumentale, ce qui est un réel avantage. Là, on voit ici l'équation qui permet de restituer la concentration d'ozone à partir de la différence de la pente des signaux LIDAR. Alors, vous voyez ici les caractéristiques du LIDAR LIO3S de l'OHP. Donc, la longueur d'onde absorbée est émise par un laser Exciplex à 308 nanomètres qui utilise l'excitation de molécules de xénon-chlore et qui émet 200 millijoules par pulse à 100 Hz. La longueur d'onde non absorbée est émise par un laser néodymium YAG dont on triple la longueur d'onde pour avoir une longueur d'onde à 355 nanomètres. L'énergie émise est de 100 millijoules par pulse et la fréquence de répétition est de 50 Hz. Vous voyez ici le système de réception optique avec donc l'arrivée des faisceaux, une mosaïque de télescopes qui permet de collecter le signal LIDAR. Le signal pour chaque télescope est ensuite focalisé vers une fibre optique, donc on a 4 fibres optiques ici, qui sont dirigées vers un spectromètre qui va analyser les différentes longueurs d'onde reçues. On utilise aussi un obturateur mécanique qui permet de bloquer le signal reçu issu des très basses couches atmosphériques qui aveuglent en fait les photomultiplicateurs qui transforment le signal optique en signal électronique. Alors vous voyez ici le spectromètre
qui sépare les différentes longueurs d'onde du signal reçu. On analyse les longueurs d'onde 308 nanomètres et 355 nanomètres qui sont issues de la rétrodiffusion élastique des longueurs d'onde laser par l'atmosphère. Et on utilise aussi les longueurs d'onde Raman de ces longueurs d'onde émises à 332 nanomètres et 387 nanomètres. Ces longueurs d'onde Raman sont issues de la diffusion Raman de la lumière laser par l'azote atmosphérique. Et elles sont utiles parce qu'elles permettent de restituer l'ozone lorsqu'on a beaucoup d'aérosols dans l'atmosphère. Et parce que la gamme du signal LIDAR est très importante, on doit séparer le signal élastique à 308 nanomètres et 355 nanomètres, ce qu'on appelle le signal relais, en deux parties, une partie haute énergie et une partie basse énergie. Ce qui fait qu'à la fin, on fait l'acquisition de 6 signaux LIDAR, 4 signaux relais de haute et basse énergie, correspondant aux 2 longueurs d'onde émises, et les 2 signaux Raman dont je viens de parler. Le mode d'acquisition du signal, c'est le comptage de photons. Alors, vous voyez ici un exemple de profil LIDAR d'ozone. En rouge, vous voyez le profil issu des signaux Raman, et en noir, le profil issu des signaux relais qui montent jusque vers 50 km. Le profil d'ozone stratosphérique est obtenu entre 15 et 50 km. Les mesures Raman sont beaucoup plus bruitées et montent beaucoup moins haut parce que cette diffusion Raman est beaucoup moins efficace que la diffusion élastique relais. Vous voyez ici aussi les mesures issues du LIDAR d'ozone troposphérique. À droite, on peut voir la résolution verticale de la mesure qui est comprise en que quelques centaines de mètres en dessous de 20 km et qui augmente ensuite jusque vers 5 km, vers 40-45 km parce qu'on est obligé de lisser le signal compte tenu de la diminution très forte du rapport signal sur bruit de la mesure. Et en parallèle, vous voyez aussi la précision de la mesure qui est comprise entre 1% et plus de 30-40% vers 50 km d'altitude. La mesure LIDAR se fait de nuit sur une durée de 3 ou 4 heures pour avoir un rapport signal sur bruit suffisamment important et on doit avoir des nuits de ciel clair puisque les nuages sinon vont éteindre la lumière laser. Alors vous voyez ici quelques étapes du traitement des signaux LIDAR. Alors, les signaux LIDAR, là, on voit ici le signal LIDAR à 308 nanomètres avec sa décroissance. Le signal LIDAR à 355 nanomètres avec sa décroissance également. Et donc, la première étape, c'est d'enlever, la première étape, c'est d'évaluer et de retirer la luminance nocturne pour chaque signal LIDAR. C'est ce qu'on voit ici. Ensuite, on va procéder à l'étape de la désaturation des signaux LIDAR puisque dans la basse atmosphère, ils vont tendance à être saturés, c'est-à-dire qu'il va y avoir trop de photons et le comptage de photons ne va pas pouvoir les discriminer. Et donc, on procède à ce traitement de désaturation en choisissant le paramètre le plus adapté et en comparant à des modèles ou à des signaux LIDAR moins importants, ayant une énergie moins importante. Ensuite, on fait le raccordement des pentes des signaux relais. Et donc là, on voit sur cette figure les signaux bleus qui sont issus des signaux relais de forte énergie et les pentes en rouge qui sont issues des signaux relais de basse énergie. Et donc, on va utiliser les signaux relais de basse énergie jusqu'à faire 17-18 km. Et ensuite, on va utiliser les signaux de haute énergie. Et après, on va faire le raccordement des profils d'ozone relais et Raman et on va déterminer le domaine de validité de la mesure. Et l'on voit ici, sur cette figure, les pentes des signaux avec ici la pente du signal LIDAR non absorbé et ici la pente du signal LIDAR absorbé à 308 nanomètres, l'autre étant à 355 nanomètres. Ce que vous voyez ici, c'est les profils d'ozone issus des différents couples de longueur d'onde. En rouge, le profil d'ozone issu des signaux Raman, qui est assez bruité, et en bleu, le profil d'ozone issu des signaux relais. Et là, on peut voir que
le domaine de validité de la mesure est de 10 à 50 km d'altitude. Alors avec ce LIDAR qui a fonctionné quand même depuis pas mal d'années, on a fait un certain nombre de comparaisons. On a organisé des campagnes d'intercomparaison dans le cadre du NDAC avec notamment un LIDAR, avec notamment le LIDAR de référence de la NASA qui est venu à plusieurs reprises à l'OHP et en particulier en juillet 2017 et en mars 2018. Vous voyez ici les personnes qui ont contribué à cette campagne avec un référé, un arbitre de campagne qui était un scientifique allemand qui lui aussi fait des mesures LIDAR, mais à Hohenpeißenberg, dans Bavière. Là, on voit les différents profils qui ont été obtenus au mois de juillet et puis au mois de mars avec les différentes sources de profils d'ozone. Donc en bleu, les profils issus des mesures de l'OHP, en rouge, les profils issus d'un lâcher de ballon, en noir, les profils issus des mesures du LIDAR aux zones troposphériques et en vert, les profils issus du LIDAR NASA. Et on voit que dans tous les cas, les mesures montrent bien la même variabilité du profil d'ozone. C'est très satisfaisant. Alors la série de mesures LIDAR de l'ozone stratosphérique a débuté en 1985, ce qui en fait la plus longue série mondiale de ce type. Elle permet en particulier d'intercalibrer les différentes séries de mesures satellitaires qui se sont succédées, parce qu'il faut savoir que les mesures satellitaires ne durent qu'en général une décennie, voire 2 décennies dans le meilleur des cas. Et on peut voir aussi ici la série des mesures LIDAR de l'OHP en rouge, donc à partir de 1985. Les mesures en noir d'un premier satellite, le satellite SAGE 2, et en bleu, les mesures du satellite SAGE 3 qui a été lancé en 2018. SAGE 2 s'est arrêté en 2005. On voit ici la comparaison entre les mesures d'ozone par LIDAR et les mesures SAGE 3 qui montrent un bon accord, ce qui a permis aux scientifiques de la NASA d'avoir confiance dans les mesures de leur nouveau satellite SAGE 3. Et ces mesures sont aussi utilisées pour donc étudier la reconstitution de la couche d'ozone. Elles ont été utilisées notamment pour les rapports qui sont faits tous les 4 ans pour évaluer la reconstitution de la couche d'ozone, ce qu'on appelle les ozone assessments. Et on voit ici les différents types de mesures qui ont été utilisées avec les tendances. Donc on voit que surtout à droite, qui montre les tendances depuis le début des années 2000, on voit qu'on observe une reconstitution légère de la couche d'ozone au-dessus de 40 km, mais toujours rien dans la basse stratosphère, là où on voit le maximum de concentration d'ozone. La couche d'ozone est en cours de reconstitution, mais on a vu au cours des dernières années de nouvelles menaces sur cette couche d'ozone. En particulier, on s'est rendu compte en 2018 qu'il y avait une hausse inattendue d'émissions de CFC11, un des gaz qui ont été interdits, qui est complètement interdit même depuis 2010 à l'échelle mondiale. On s'est rendu compte que ces émissions étaient dues à une activité industrielle de l'industrie chimique en Chine. Et donc il y a eu toute une discussion diplomatique pour faire en sorte que ces émissions puissent cesser, ce qui est en cours actuellement. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une décroissance plus lente de certaines substances qui détruisent l'ozone, qui sont aussi contrôlées. Il y a aussi une augmentation des espèces halogénées à courte durée de vie, mais qui ne sont, elles, pas contrôlées par le protocole de Montréal et qui peuvent arriver dans la stratosphère par des phénomènes convectifs. Et puis, il y a aussi la problématique liée aux aérosols stratosphériques qui ont un impact sur l'ozone, en particulier liés aux volcans, également aux feux qui peuvent, dans certains cas, comme d'ailleurs très récemment dans les feux australiens qui ont été très médiatisés, ils peuvent injecter des aérosols dans la stratosphère et là, une fois qu'ils sont dans la stratosphère, ils durent très longtemps et ils peuvent aussi avoir un impact sur l'ozone. Et donc, il faut continuer à surveiller la couche d'ozone pour à la fois vérifier qu'elle est
continue bien à se reconstituer, que le changement climatique aussi n'a pas un impact trop important sur sa reconstitution, et faire attention à toutes ces nouvelles menaces qui ont été identifiées sur la couche d'ozone. Nous sommes dans la salle laser du lidar ozone stratosphérique. Vous voyez ici le laser Exciplex. Ce laser émet une longueur d'onde à 308 nanomètres dans l'ultraviolet via l'excitation par des impulsions électriques du gaz contenu dans la cavité, et les molécules excitées, ce sont des molécules de xénon-chlore. Ce laser est un laser solide qui va émettre sa lumière laser via des flashs qui vont éclairer par impulsion un barreau qui est situé à l'intérieur de la cavité. La longueur d'onde émise par ce laser est de 1,06 micron, donc c'est dans l'infrarouge. Et pour pouvoir obtenir la longueur d'onde à 355 nanomètres, on utilise des cristaux, un cristal doubleur qui va permettre de générer la longueur d'onde à 532 nanomètres et un cristal tripleur qui va ensuite générer la longueur d'onde à 355 nanomètres. Ici, nous sommes dans la partie émission et réception optique de notre expérience. Les faisceaux laser passent par un trou ici et ils sont dirigés au centre de ce système optique qui est en fait une mosaïque de télescopes. Donc ils sont émis au centre, ils sont émis vers l'atmosphère, et la partie du signal rétrodiffusé par l'atmosphère va être collectée par un ensemble de 4 télescopes. Elle va être focalisée sur des fibres optiques qui sont situées sur ces montures ici, et les fibres optiques ensuite vont être dirigées vers un spectromètre qui est situé dans la salle à côté. Et là, il y a un système particulier qui permet de bouger les fibres optiques de façon à réaliser l'alignement du faisceau laser dans le champ de vue de tous les télescopes. Ça, c'est très important et c'est ce qui fait le succès de la mesure LIDAR. Ici, on voit l'arrivée des fibres optiques qui vont amener le signal LIDAR vers ce spectromètre. Le spectromètre a pour fonction de séparer les différentes longueurs d'onde reçues, donc les longueurs d'onde 308 nanomètres, 355, ainsi que les longueurs d'onde Raman. Ce que vous voyez ici, c'est un obturateur mécanique. C'est lui qui permet d'éviter que les systèmes de détection électronique soient éblouis par la lumière laser issue des basses couches de l'atmosphère. Et donc le signal optique est ensuite acquis par des photomultiplicateurs qui vont transformer les photons reçus en impulsions électriques qui vont être amenés ensuite vers la salle d'acquisition des signaux LIDAR, la salle d'acquisition électronique. Nous sommes dans la salle de réception électronique des signaux LIDAR. Dans ces boîtiers sont contenues les cartes d'acquisition des signaux qui vont faire le comptage des signaux LIDAR et le signal va être ensuite envoyé vers l'ordinateur qui va accumuler les différents tirs LIDAR et restituer ensuite un signal moyenné à la fin de la nuit. Nous sommes dans la salle de commande du lidar ozone stratosphérique. On voit le programme d'acquisition sur cet écran. Et là, ce qu'on voit, c'est le contrôle des différents signaux LIDAR reçus. Donc ici, ce sont les signaux issus des voies absorbées à 308 nanomètres et les signaux issus des voies non absorbées. Ici, on voit un traitement en temps réel du profil d'ozone. Ça permet de vérifier que la mesure est correcte. Et ici, on voit les différents profils d'ozone qui sont obtenus au cours du temps. Et l'expérience dure environ 3-4 heures pendant la nuit.